Un atterrissage militaire non autorisé au Burkina Faso fissure la confiance régionale. D'un côté, un fait aérien qui semble technique, de l'autre, une réponse calibrée qui transforme l'incident en test de souveraineté et de sécurité en Afrique de l'Ouest. Ce qui compte, c'est la limite. Jusqu'où un État peut-il aller pour protéger son ciel sans basculer dans l'escalade? Et pourquoi Ibrahim Traoré choisit-il la fermeté sans rompre le dialogue? Cette scène, brève en apparence, recompose déjà les rapports de force au Sahel. Cette analyse promet une lecture claire de ce que révèle réellement l'incident aérien nigérien, au-delà des communiqués officiels et des réactions immédiates. En quelques minutes, vous comprendrez ce que cela change concrètement pour la souveraineté, la sécurité et la coopération régionale, sans spéculation ni dramatisation inutile. L'enjeu central dépasse un avion et une frontière. Il touche à la capacité des États du Sahel à faire respecter des règles communes dans un environnement géopolitique sous tension. À travers les choix posés par Ibrahim Traoré, le Burkina Faso cherche à tracer une ligne de conduite qui conjugue autorité, retenue et crédibilité internationale. Ce positionnement comporte des bénéfices potentiels, mais aussi des risques diplomatiques réels, souvent minimisés dans le débat public. La question n'est donc pas seulement ce qui s'est passé, mais ce que cet épisode annonce pour les prochains mois pour Ouagadougou comme pour ses voisins. En Afrique de l'Ouest, les violations d'espace aérien ont augmenté d'environ 15% sur les 5 dernières années, selon des études régionales récentes, un chiffre rarement mis en avant dans le débat public. Dans ce contexte précis, l'atterrissage non autorisé d'un avion militaire nigérien au Burkina Faso n'apparaît plus comme une anomalie isolée, mais comme le symptôme visible d'une pression sécuritaire croissante sur les États du Sahel. L'incident survient à un moment où la région cumule instabilité interne, recomposition des alliances et défiance accrue vis-à-vis des cadres sécuritaires hérités du passé. Le Burkina Faso, comme le Mali et le Niger, fait face à des menaces multiples, allant des groupes armés aux ingérences perçues comme extérieures, ce qui transforme chaque franchissement de frontières en signal politique. Dans ce climat, la marge d'erreur se réduit fortement. La mini-révélation tient moins à l'acte lui-même qu'à sa lecture stratégique. En ordonnant une enquête rapide et en traitant les soldats nigériens avec professionnalisme, Ibrahim Traoré évite l'escalade militaire tout en refusant la banalisation de la violation. Cette posture intermédiaire rompt avec deux réflexes opposés souvent observés, la réaction excessive ou le silence diplomatique. Elle installe un précédent discret mais structurant. Le contexte international renforce encore la portée de l'épisode. Des rapports d'organisations aéronautiques internationales ont déjà averti que ce type d'incident pouvait entraîner des conséquences diplomatiques ou économiques si les protocoles n'étaient pas respectés. Pour un pays du Sahel, souvent perçu comme périphérique dans la gouvernance mondiale, chaque réponse devient une démonstration de capacité étatique. Ainsi, l'incident sert de révélateur. Il expose la vulnérabilité des frontières, mais aussi la volonté politique de les défendre sans rompre le dialogue régional. En filigrane, Ibrahim Traoré inscrit le Burkina Faso dans une dynamique plus large, celle d'États africains cherchant à redéfinir les règles implicites de respect, de sécurité et de souveraineté dans un environnement géopolitique tendu. Pour comprendre la portée immédiate de l'incident, il faut observer comment il est perçu sur le terrain, au-delà des capitales et des déclarations officielles. Dans les heures qui suivent l'atterrissage non autorisé, l'appareil est immobilisé, une enquête est annoncée et les canaux diplomatiques restent ouverts. Ce tempo maîtrisé devient en soi un message, le contrôle prime sur l'émotion, la procédure sur l'improvisation. Un premier impact apparaît du côté des forces de sécurité burkinabées. L'épisode rappelle leurs limites matérielles, mais aussi leur rôle central dans la crédibilité de l'État. La réponse institutionnelle renforce l'idée que chaque incident, même sans affrontement, doit être traité comme un test de souveraineté. Dans les casernes comme dans l'administration, le signal est clair, la vigilance n'est plus optionnelle. Un second impact touche la perception publique. Pour une partie de la population, la réaction des autorités est lue comme une affirmation de dignité nationale. Les discussions locales, relayées par les médias, mettent moins l'accent sur l'avion que sur le principe. Le territoire n'est pas négociable. Cette lecture renforce un sentiment d'unité, mais elle élève aussi les attentes envers les décisions futures. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un personnage guide non par ses discours,
mais par la cohérence de la séquence décisionnelle. Sans dramatiser, il transforme un incident ponctuel en rappel de règles. Le so what est immédiat. Quand la souveraineté est visible, la confiance interne augmente. Ce premier effet discret mais réel prépare déjà les étapes suivantes de la crise et conditionne la manière dont la région observera les prochains gestes du Burkina Faso. Tout commence par une séquence courte mais lourde de sens. Un avion militaire nigérien pénètre l'espace aérien burkinabé sans autorisation préalable, puis procède à un atterrissage non planifié. Dans un contexte régional déjà sous tension, l'événement active immédiatement les mécanismes de sécurité et place les autorités face à un choix délicat. Réagir vite sans transformer l'incident en crise ouverte. La première phase est celle de l'activation. Les forces burkinabées sécurisent l'appareil, identifient les militaires à bord et déclenchent une enquête administrative. Aucun geste spectaculaire, aucun communiqué agressif. Cette retenue tranche avec des précédents régionaux où des violations comparables ont parfois entraîné des démonstrations de force. Ici, la priorité est donnée à la maîtrise du tempo et au respect des procédures internationales afin d'éviter toute lecture d'escalade. Vient ensuite le moment du pic politique. L'incident est rendu public non pour exposer un adversaire mais pour rappeler un principe. Les autorités insistent sur le caractère non négociable de la souveraineté aérienne tout en soulignant que le traitement des soldats nigériens reste professionnel. Ibrahim Traoré intervient alors comme garant de l'équilibre. Fermeté sur la règle, modération dans la forme. Ce positionnement transforme l'épisode en message régional sans le dramatiser. La troisième étape correspond aux retombées immédiates. Sur le plan interne, l'État burkinabé renforce sa crédibilité en montrant qu'il contrôle son territoire, même face à un voisin. Sur le plan diplomatique, l'incident oblige les capitales régionales à réévaluer leurs propres protocoles. Ce qui aurait pu rester un malentendu technique devient un rappel collectif. Les frontières, y compris aériennes, comptent à nouveau dans les rapports de force. Un élément clé de cette séquence réside dans le refus de la réaction binaire. Ni banalisation silencieuse, ni surenchère publique. Cette voie médiane permet au Burkina Faso de conserver des canaux de dialogue tout en posant un avertissement clair. Le message implicite est compris. Toute future violation sera traitée avec le même sérieux, indépendamment du pays concerné. Les médias régionaux amplifient alors la portée de l'événement. L'accent se déplace progressivement de l'avion vers la posture politique. Les débats portent moins sur l'erreur initiale que sur la capacité des États du Sahel à imposer des règles communes dans un environnement instable. Cette relecture confère à l'incident une dimension symbolique qui dépasse largement sa durée réelle. Enfin, les répercussions s'étendent au-delà du Burkina Faso. Le Mali et le Niger, confrontés à des défis similaires, observent attentivement la séquence. L'idée qu'une réponse mesurée puisse renforcer et non affaiblir la position d'un État s'installe progressivement. Ce glissement marque peut-être le véritable tournant. L'événement cesse d'être un fait isolé pour devenir un précédent. Ainsi, de l'activation à la retombée, la chaîne des événements révèle une transformation silencieuse. Un simple atterrissage non autorisé devient un point d'inflexion dans la manière dont la souveraineté est affirmée et communiquée en Afrique de l'Ouest. Le point de départ, ou baseline, est souvent sous-estimé. En Afrique de l'Ouest, les violations d'espace aérien restaient longtemps perçues comme marginales, traitées au cas par cas, sans suivi systématique. Or, une étude régionale citée dans le débat sécuritaire indique qu'entre la période antérieure et les années récentes, ces incidents ont augmenté d'environ 15% sur 5 ans. Ce chiffre ne décrit pas une explosion soudaine, mais un glissement progressif qui change la signification de chaque franchissement non autorisé. La delta, c'est-à-dire ce qui change après l'incident burkinabé, tient moins au volume qu'à la lecture politique. Avant, une violation pouvait être classée comme une erreur de coordination. Après, elle devient un indicateur de vulnérabilité et un test de crédibilité étatique. Cette requalification modifie la réaction attendue des gouvernements qui savent désormais que l'inaction peut être interprétée comme un aveu de faiblesse. La réponse mesurée du Burkina Faso s'inscrit précisément dans ce déplacement de sens. Un second indicateur provient des normes internationales. Un rapport publié par une organisation de l'aviation civile en 2023 souligne que les incidents impliquant des aéronefs militaires, lorsqu'ils ne sont pas traités selon les protocoles, peuvent
entraîner des conséquences diplomatiques ou économiques pour les États concernés. Le chiffre clé ici n'est pas un pourcentage, mais une temporalité. Le risque ne se matérialise pas immédiatement, il s'accumule. Chaque incident non clarifié ajoute une couche d'incertitude dans les relations régionales et internationales. La troisième donnée permet de mesurer l'effet interne. Les analyses de terrain évoquent un large soutien populaire à l'approche adoptée par les autorités burkinabées après l'incident. Même sans chiffre précis de sondage, la constance des réactions médiatiques et institutionnelles suggère un consensus inhabituel autour de la défense de la souveraineté. La delta ici se situe dans la perception. La sécurité aérienne passe d'un sujet technique à un enjeu de dignité nationale. Ces trois éléments pris ensemble dessinent une trajectoire claire. Avant, la région acceptait un certain flou dans la gestion des espaces aériens, souvent au nom de la coopération ou de l'urgence sécuritaire. Après l'incident, ce flou devient coûteux. Les États comprennent que chaque manquement documenté peut peser sur leur image, leur capacité de négociation et leur autonomie stratégique. La donnée chiffrée sert alors de support à une décision politique. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré ne s'appuie pas sur les chiffres pour justifier une escalade, mais pour légitimer une ligne de conduite. Les données ne commandent pas la fermeté, elles l'autorisent. Elles montrent que l'inaction aurait été plus risquée à moyen terme qu'une réponse cadrée et visible. C'est cette lecture, plus que les chiffres eux-mêmes, qui marque un tournant. La preuve quantitative ne dit donc pas seulement combien, elle explique pourquoi maintenant, et elle pose une question centrale pour la suite. Si les indicateurs continuent d'évoluer dans ce sens, combien de temps les États du Sahel pourront-ils encore se permettre l'ambiguïté? Les critiques de la réaction burkinabé s'articulent autour de deux arguments principaux. Le premier affirme qu'une réponse publique et visible à une violation aérienne risque d'alimenter les tensions régionales. Selon cette lecture, l'incident aurait pu être réglé par des canaux diplomatiques discrets, évitant toute exposition médiatique susceptible d'être interprétée comme un avertissement politique. Dans une région déjà fragile, chaque signal public est perçu comme un potentiel facteur d'escalade, même lorsqu'il se veut mesuré. Le second argument soutient que la fermeté affichée pourrait isoler le Burkina Faso à moyen terme. Les États du Sahel dépendent encore de mécanismes régionaux et de partenariats extérieurs pour leur sécurité. Une posture trop rigide sur la souveraineté aérienne, selon ces analystes, pourrait compliquer la coopération opérationnelle, notamment en matière de renseignement et de coordination militaire transfrontalière. Le risque serait alors de gagner en symbolique ce que l'on perdrait en flexibilité stratégique. Ces deux critiques méritent d'être prises au sérieux. Elles rappellent que la souveraineté ne s'exerce jamais dans le vide et que chaque décision comporte un coût d'opportunité. Toutefois, elles omettent un élément clé du contexte récent. Les données régionales montrent que la banalisation des violations, même mineures, a contribué à l'érosion progressive de l'autorité étatique dans plusieurs pays du Sahel. Le silence, loin d'apaiser durablement, a souvent déplacé les problèmes plutôt que de les résoudre. La réponse burkinabé, portée par Ibrahim Traoré, cherche précisément à corriger cette dynamique sans rompre les équilibres. Elle combine visibilité contrôlée et maintien du dialogue, ce qui réduit le risque d'escalade tout en réaffirmant une norme. La réfutation centrale est là, ce n'est pas la fermeté qui crée la tension, mais l'absence de règles claires et appliquées de manière cohérente. En ce sens, l'approche adoptée ne nie pas les risques soulignés par les critiques, elle les hiérarchise, elle part du principe qu'une coopération durable ne peut exister que si les lignes rouges sont connues et respectée. Sans cela, la diplomatie devient un palliatif permanent à des fragilités structurelles. Ce n'est pas l'avion, c'est la règle. À ce stade, le cœur du dossier apparaît plus nettement. L'incident n'a jamais porté uniquement sur un appareil nigérien, mais sur la capacité d'un État à transformer une contrainte sécuritaire en norme politique lisible. En choisissant une réponse mesurée mais visible, le Burkina Faso déplace le débat du terrain émotionnel vers celui des règles partagées. La souveraineté
souveraineté n'est plus un slogan, elle devient une procédure appliquée. Cette bascule change la lecture régionale. Les voisins ne voient plus seulement un rappel à l'ordre, mais un test grandeur nature. Est-il possible d'affirmer des lignes rouges sans rompre les équilibres diplomatiques ? La séquence montre que oui, à condition de contrôler le tempo et le langage. La fermeté n'est pas annoncée comme une menace, mais comme une conséquence logique d'un cadre existant. Ibrahim Traoré incarne ce point d'équilibre au moment précis où le récit aurait pu basculer dans la confrontation. Son rôle n'est pas celui d'un chef de crise spectaculaire, mais d'un arbitre qui rend visible des règles souvent appliquées de manière informelle. Cette visibilité est le véritable tournant. Elle oblige les autres acteurs à se positionner, même en silence. La révélation centrale est donc simple. L'incident agit comme un révélateur de maturité institutionnelle. Il montre que la stabilité ne dépend pas uniquement de la force militaire, mais de la capacité à faire respecter des normes sans perdre la maîtrise du jeu diplomatique. À partir de là, les conséquences ne sont plus hypothétiques, elles deviennent concrètes. Pour l'État burkinabé, la première conséquence est institutionnelle. La gestion de l'incident renforce la crédibilité de l'appareil public en montrant qu'une violation, même sans affrontement, déclenche une réponse lisible et cohérente. Les ministères concernés, les forces de sécurité et les relais diplomatiques apparaissent alignés sur une même ligne. La souveraineté aérienne relève d'une règle, non d'une appréciation circonstancielle. Cette cohérence accroît la capacité de l'État à négocier ensuite depuis une position de clarté plutôt que de justification. Du côté des entreprises et des acteurs économiques, l'effet est plus indirect mais réel. La stabilité réglementaire, y compris en matière de sécurité, influence la perception du risque pays. En affirmant que les frontières se sont contrôlées et que les incidents sont traités sans improvisation, le Burkina Faso envoie un signal de prévisibilité. Pour des opérateurs déjà attentifs aux tensions régionales, cette prévisibilité compte souvent autant que la fermeté elle-même, car elle réduit l'incertitude opérationnelle à moyen terme. Pour les citoyens, la conséquence se joue sur le terrain symbolique et quotidien. La réaction des autorités est largement interprétée comme une défense de la dignité nationale, ce qui nourrit un sentiment d'appartenance et de confiance. La sécurité aérienne, auparavant perçue comme un sujet lointain et technique, devient un marqueur concret de l'autorité de l'État. Cette appropriation par l'opinion publique élève toutefois les attentes. Ce qui a été fait une fois devra l'être à nouveau avec la même constance. À l'échelle régionale, l'impact est plus subtil mais potentiellement structurant. Les États voisins, confrontés à des défis similaires, observent un précédent. La séquence burkinabé suggère qu'il est possible de défendre une ligne sans rompre les canaux de coopération. Elle pose implicitement une question aux autres capitales du Sahel. Comment réagiront-elles face à des incidents comparables ? Le silence ou l'inaction deviennent désormais des choix visibles et non plus neutres. Pour la région dans son ensemble, l'incident agit comme un point de référence. Il alimente les discussions sur la nécessité de protocoles plus clairs et mieux partagés, notamment dans un contexte où les frontières aériennes prennent une importance stratégique croissante. La souveraineté cesse d'être un principe abstrait pour devenir un critère d'évaluation des politiques publiques. Cette évolution pourrait influencer la manière dont les mécanismes régionaux abordent la sécurité collective. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un acteur isolé que comme un catalyseur. Son rôle n'est pas de dicter une voie unique, mais de rendre visible une option, celle d'une fermeté procédurale compatible avec le dialogue. Les conséquences ne se mesurent donc pas seulement en décisions immédiates, mais en déplacement de normes et d'attentes. Au final, l'incident produit un effet en cascade. Il reconfigure les rapports entre l'État, l'économie, la société et la région. Ce sont ces ajustements progressifs, plus que l'événement initial, qui détermineront la portée réelle de cet épisode dans les mois à venir. Le scénario de base repose sur une stabilisation prudente. L'incident sert de rappel durable sans provoquer de rupture. Les États voisins ajustent leurs protocoles, les échanges diplomatiques se poursuivent et la question de
la souveraineté aérienne s'intègre progressivement aux discussions sécuritaires régionales. Dans cette trajectoire, le Burkina Faso consolide sa posture sans chercher l'affrontement. La règle est connue, appliquée, puis normalisée. Le risque principal tient à l'essoufflement de la tension. Sans suivi institutionnel, le précédent pourrait perdre de sa force dissuasive. Le scénario optimiste envisage un effet d'entraînement. Inspiré par la gestion burkinabé, plusieurs pays du Sahel s'accordent pour clarifier leurs mécanismes de coordination aérienne. Des cadres communs émergent, formels ou informels, renforçant la coopération tout en respectant la souveraineté de chacun. Cette dynamique permettrait de réduire les incidents et d'améliorer la confiance mutuelle. Dans ce contexte, la posture incarnée par Ibrahim Traoré serait relue comme un point de départ, non comme une exception, ouvrant la voie à une sécurité régionale plus autonome et prévisible. Le scénario pessimiste, enfin, repose sur une fragmentation accrue. Les tensions géopolitiques s'intensifient, les incidents se multiplient et chaque violation devient un test politique. Certains États interprètent la fermeté comme une menace, d'autres comme un isolement assumé. La coopération se fait plus difficile et les mécanismes régionaux peinent à jouer un rôle d'arbitre. Dans cette configuration, le Burkina Faso pourrait maintenir sa ligne, mais au prix d'un environnement plus instable et d'une pression diplomatique accrue. Ces trois trajectoires ne sont pas exclusives. Des éléments de chacune peuvent coexister selon les acteurs et les moments. Le point clé réside dans la capacité à transformer l'incident en apprentissage collectif plutôt qu'en symbole figé. La question stratégique n'est donc pas de choisir un scénario, mais de créer les conditions qui rendent le pire moins probable. La recommandation de fond est simple: clarifier, répéter, institutionnaliser. Si les règles sont connues, appliquées et partagées, la souveraineté cesse d'être un sujet de crise pour devenir un cadre de coopération. C'est dans cet espace, entre fermeté et prévisibilité, que se jouera l'évolution réelle des prochains mois. Pour le public, cet épisode ne reste pas cantonné au cercle diplomatique. Il éclaire des choix qui finissent par affecter la vie quotidienne, même de manière indirecte. La sécurité des frontières, y compris aériennes, conditionne la circulation des biens, la perception de stabilité et la confiance dans les institutions. Lorsque l'État montre qu'il applique des règles sans improvisation, il réduit une part d'incertitude qui pèse sur les citoyens comme sur les acteurs locaux. Pour les jeunes, souvent sensibles aux questions de dignité et d'autonomie nationale, la séquence offre un repère. Elle montre que la souveraineté n'est pas un concept abstrait réservé au discours, mais une pratique qui se manifeste dans des décisions concrètes. Cette lecture nourrit un sentiment d'appartenance, mais elle invite aussi à une vigilance accrue. La fermeté doit rester cohérente dans le temps pour conserver sa crédibilité. Pour les professionnels, notamment ceux liés au transport, à la logistique ou à la sécurité, l'incident rappelle l'importance des procédures. Des règles claires réduisent les zones grises où naissent les tensions. À court terme, cela peut sembler contraignant. À moyen terme, cela crée un environnement plus lisible où chacun connaît les limites et les responsabilités. Enfin, pour les citoyens de la région au sens large, l'épisode pose une question simple: quel type de coopération souhaite-t-il voir émerger au Sahel? Une coopération fondée sur des arrangements implicites ou sur des normes explicites et respectées? La réponse ne dépend pas uniquement des dirigeants, mais aussi de l'acceptation sociale de ces choix. Dans cette perspective, la posture défendue par Ibrahim Traoré agit comme un miroir. Elle invite chacun à réfléchir à l'équilibre entre sécurité, dialogue et responsabilité collective. Deux pistes concrètes se dégagent pour le public: s'informer au-delà des titres et exiger de la constance dans l'application des règles. Ce sont ces attentes, plus que les discours, qui orienteront les décisions futures. La première étape consiste à clarifier les protocoles. Les autorités burkinabè, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, doivent formaliser des procédures aériennes accessibles aux partenaires régionaux. Qui agit? Les ministères de la Défense et des Transports. Quand? Immédiatement, avec une mise à jour trimestrielle. Comment mesurer? Publication des protocoles et délais de réponse standardisés. La deuxième étape vise le renforcement de la surveillance. Il s'agit d'améliorer la détection et le suivi des aéronefs dans l'espace national en combinant moyens existants et coopération technique régionale. Qui? Forces de sécurité et agences spécialisées. Quand? Sur 6 à 9 mois.
mesures, réduction des délais d'identification et traçabilité complète des incidents. La troisième étape porte sur le canal diplomatique permanent. Au lieu de réaction ad hoc, un mécanisme de notification rapide entre États voisins permet de traiter les violations sans exposition inutile. Qui diplomatie nationale? Quand, dans les 3 prochains mois, mesure nombre d'incidents résolus sans escalade publique. La quatrième étape concerne la coordination régionale. Le Burkina Faso peut proposer des échanges réguliers sur la sécurité aérienne au sein des cadres existants afin d'harmoniser les pratiques sans diluer la souveraineté. Qui, État du Sahel, quand, sur un horizon annuel, mesure, adoption de recommandations communes. Enfin, la cinquième étape touche à la communication interne. Informer la population des règles et des réponses renforce la légitimité des décisions. Qui, gouvernement et médias publics. Quand, en continu, mesure, cohérence des messages et confiance observée dans le débat public. Cette feuille de route ne promet pas l'absence d'incidents. Elle vise à transformer chaque événement en procédure maîtrisée, réduisant l'arbitraire et les malentendus. C'est dans cette capacité d'exécution, plus que dans les déclarations, que se jouera la crédibilité durable de la souveraineté. Revenir à l'image du début aide à mesurer le chemin parcouru. Un appareil immobilisé, une enquête ouverte, des canaux maintenus. Rien de spectaculaire et pourtant un message durable. Ce sont ces gestes procéduraux, presque invisibles, qui ont transformé un incident ponctuel en repère politique. Le motif central de P4 réapparaît ici, la maîtrise du tempo comme instrument de souveraineté. Avec le recul, la séquence révèle une constance. La décision n'a pas varié sous la pression médiatique ni sous l'émotion nationale. Elle a suivi une ligne claire, lisible pour les partenaires comme pour la population. Cette cohérence explique pourquoi l'épisode continue de résonner au-delà de sa brièveté initiale. La confiance interne évoquée plus tôt s'enracine précisément dans cette continuité. Ibrahim Traoré s'inscrit dans ce récit moins par une déclaration que par une méthode. Il rappelle que l'autorité ne se manifeste pas seulement par la force, mais par la capacité à faire respecter des règles sans perdre le contrôle du dialogue. Cette posture, encore fragile, n'est pas une fin en soi. Elle demande à être répétée, confirmée, institutionnalisée pour survivre au-delà d'un moment précis. L'émotion qui demeure n'est donc pas celle de la confrontation, mais celle d'une possibilité, celle de voir la souveraineté appliquée sans rupture, la fermeté sans crispation. Le précédent, elle est là. Reste à savoir s'il deviendra une habitude partagée. La règle tient quand le tempo est maîtrisé. Au terme de cette séquence, l'incident cesse d'être un fait isolé pour devenir une question collective. Il interroge la manière dont les sociétés du Sahel souhaitent voir leurs États agir face aux pressions, petites ou grandes, visibles ou discrètes. La souveraineté n'est pas seulement défendue par des décisions au sommet, mais aussi par l'attention portée à la cohérence, à la répétition et à la lisibilité de ces décisions dans le temps. Ce débat ne concerne pas uniquement les dirigeants. Il touche les citoyens, les acteurs économiques, les partenaires régionaux, tous confrontés aux conséquences concrètes de choix souvent perçus comme lointains. L'épisode burkinabé invite chacun à dépasser la réaction immédiate pour réfléchir au cadre souhaitable, des règles claires, appliquées sans spectacle, mais sans ambiguïté. La trajectoire esquissée sous la conduite d'Ibrahim Traoré pose ainsi une question ouverte, plus large que le cas présent. Comment construire une coopération régionale qui respecte réellement les frontières tout en maintenant le dialogue? Et jusqu'où les sociétés sont-elles prêtes à soutenir cette exigence de constance? La discussion reste ouverte, partager des points de vue, confronter des lectures et suivre l'évolution des faits sont autant de manières de prolonger cette réflexion sans conclure trop vite ce qui est encore en train de se dessiner.